Ok, bonsoir à tous. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de tirer des conclusions de cette série de cours et sur le stockage et la conversion d'énergie. Je vais faire un genre de bilan. Je vais faire pas mal de... Bon, il y aura certains calculs qui pourront être critiqués, d'efficacité énergétique, ainsi de suite, d'où pour clôturer tout ça. Alors, ce que je voudrais couvrir, c'est un bref rappel des enjeux énergétiques de ce cours. Ensuite, rappeler les problèmes intrinsèques qu'on a rappelés plusieurs fois dans ces cours, notamment de la chaîne énergétique, mentionner les approches et tendances scientifiques poursuivies, et enfin, peut-être la dernière partie un peu plus personnelle, les chances de répondre à notre challenge 2050 et les conclusions, qu'est-ce que cela va faire et qu'est-ce qu'il va falloir changer. Alors, le bref rappel des enjeux énergétiques, je commencerai par ce cycle énergie qu'on connaît bien, qui est vieux de 2 siècles, dans lequel tout allait bien, si on peut dire, au niveau énergétique, où dans ce cas, eh bien, on utilisait la photosynthèse et on utilisait tout simplement l'énergie provenant de la photosynthèse. On ensuite produisait du CO2 qui était tout simplement tourné, qui revenait à la source et ainsi de suite. Bon, il y a eu l'industrialisation. Cette industrialisation eh bien, a conduit à la nécessité des combustibles. Ces combustibles qui ont mis quand même pas mal de millions d'années à s'accumuler. Et avec cette industrialisation, eh bien, au jour d'aujourd'hui, on utilise plus de 95 millions de barils par jour de pétrole. D'où par conséquent, ça pose des difficultés qu'on a mentionnées par tout simplement l'appauvrissement des énergies fossiles et au fait que dans ce cas, eh bien, on aura un pic de consommation, alors là on peut dire dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, peu importe, il arrive. Cela entraîne des répercussions énormes au niveau CO2, on vient de l'écouter, avec des augmentations, aujourd'hui le taux est de 370 ppm, et si on ne fait rien, il sera de 500 ppm en 2050. Cela entraîne également des augmentations de température, et où l'on prévoit des augmentations de température de 2 à 5 degrés sur 100 ans. Et bien sûr, cela n'est pas près d'arrêter, dû à la démographie, où la population de notre planète augmente, la mobilité augmente, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on peut estimer qu'en 2050, il nous faudra 28 TW. D'où voilà, si vous voulez, le challenge qui nous est posé. Alors ce challenge, on en a discuté pendant tous ces cours, eh bien, je reviens toujours sur ce fameux triangle de stabilisation qui tout simplement indique que si on veut garder le même taux de CO2 en 2050 que celui qu'on a aujourd'hui, eh bien, on est obligé de produire 14 TW ou 15 TW d'énergie installée en 2050. La question, c'est quelles sont les différentes sources? On a vu différentes possibilités, on a eu un exposé sur le nucléaire, on a vu ce que pouvait faire le nucléaire, mais là aussi, ça peut être qu'une solution partielle, car si on voulait tout simplement produire ces 14 TW, il faudrait installer, comme vous le voyez ici, un générateur d'un gigawatt par jour pendant 50 ans. Donc ça n'a aucun sens, d'autant plus qu'on a directement des problèmes de combustibles fossiles avec l'uranium-35, bien que Philippe Parbou vous ait dit la dernière fois qu'on pouvait avoir de l'uranium-238. Ensuite, on vient d'écouter un exposé sur la séquestration de CO2, mais là aussi, je pense que toutes ces recherches, les aquifères, tout ça, ne doivent pas être une justification pour continuer à brûler le CO2. D'où effectivement des recherches doivent être effectuées pour, dans ce cas, que la combustion du charbon puisse aider avec, dans ce cas, la séquestration, mais ce sera directement une partie infime. Et ensuite, bien sûr, on a parlé la dernière fois de tout ce qui fait l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie sur lesquelles on peut également apporter pas mal. Et enfin, les énergies renouvelables, dont on a fortement parlé, avec une attention plus spéciale finalement à l'énergie solaire, parce qu'elles sont toutes indirectement reliées, mis à part tout simplement l'énergie marémotrice ou la géothermie. Et on avait montré que le soleil, bien sûr, peut produire 10 000 fois l'énergie dont on a besoin. Alors, un message que je voudrais qu'on retienne de ce cours, c'est que, de nouveau, la perte énergétique et les différents procédés qu'il y a. Car l'énergie, c'est bien de la produire, mais on la produit pour la délivrer et pour qu'on ait des utilisateurs. Et pour cela, bien, on voit qu'on a différents vecteurs. Et c'est ces vecteurs sur lesquels on a travaillé. L'électricité est un vecteur, l'hydrogène est un vecteur et la chaleur est un vecteur. Mais ces vecteurs, eh bien, on va pouvoir directement les convertir, directement que les utilisateurs vont pouvoir l'utiliser, ou alors il va falloir passer par ce procédé dans lequel il va y avoir conversion, stockage d'énergie et restitution. Donc, comme on peut le voir, ce n'est pas un procédé direct, il va falloir avoir différentes étapes. Et ça, eh bien, ça va avoir un coût énergétique, et c'est vraiment la difficulté de ce que j'appellerais l'inefficacité énergétique de la chaîne production, distribution, utilisation. Alors, l'exemple que j'aime bien choisir pour montrer cette perte énergétique est celui tout simplement de la lampe à incandescente.
à incandescence, pardon, vous voyez qu'en ce cas, pour les 2 joules d'énergie lumineuse que vous utilisez finalement pour lire un bouquin, eh bien, il faut directement que vous ayez 100 joules d'énergie primaire. Ça veut dire qu'en ce cas, il y a 98 joules qui sont partis à l'approvisionnement, à la conversion thermique, électrique, et ainsi de suite. D'où, il faut se rappeler que chaque fois qu'on va tout simplement manipuler l'énergie, soit la convertir, soit la distribuer, eh bien, il va y avoir des pertes énormes. Et je vais un peu m'amuser à voir sur les différents procédés qu'on a vus durant ce cours, quelles sont les valeurs de ces différentes pertes. Alors l'exemple que je vais prendre, eh bien, c'est tout simplement le cas du transport. Je vais prendre le cas du transport et finalement voir quelle est l'efficacité de la chaîne énergétique qui nous permet de passer des énergies renouvelables aux véhicules électriques. Et dans ce cas, je vais regarder 3 ou 4 scénarios. Le premier scénario, eh bien, dans lequel je vais tout simplement mettre tous les dispositifs qu'on a vus en ce cours, c'est-à-dire les cellules photovoltaïques, les électrolyseurs, le stockage d'hydrogène, les piles à combustible. Et dessous, je mets tout simplement les rendements énergétiques appropriés lorsqu'on va passer à ces différentes étapes. Vous voyez, dans ce cas, je vais prendre la conversion du soleil avec le photovoltaïque. Donc, je vais démontrer que c'était aux alentours de 15%. L'électrolyse de l'eau, on avait montré qu'en ce cas, c'est du 70%. Le stockage, rappelez-vous, cryogénique ou liquide, c'est 60%, et ainsi de suite, avec la pile à combustible. Et si on fait ce calcul, eh bien, on s'aperçoit tout simplement que le rendement énergétique est de 2,8% en partant, bien sûr, de l'énergie solaire. Alors on peut contester cela en disant, eh bien, on va tout simplement prendre l'hydrogène et faire le réformage, et ainsi de suite. D'ailleurs, ça c'est une question qui avait été posée, je crois, au dernier cours, où dans ce cas, bien sûr, on peut faire cela, mais le vapeur réformage, comme vous vous rappelez, va générer des quantités de CO2 gigantesques. D'où, d'un point de vue écologique ou environnement, eh bien, je dirais, ce n'est pas une solution viable. Donc voilà, si vous voulez, je peux dire un parcours énergétique. Alors on va pouvoir en voir d'autres, et celui que je vous propose maintenant, c'est dans lequel on va passer tout simplement du solaire à la batterie au véhicule électrique. Alors dans ce cas, toujours pareil, on a les 15% du photovoltaïque. Ensuite, maintenant, il va falloir transporter cette énergie. C'est la distribution aux tensions. Le rendement charge-décharge de la batterie qui est autour de 80%. La motorisation électrique. Et, comme indiqué ici, vous faites le rapport et vous voyez qu'en ce cas, on arrive à du 10%. Et le coût, malheureusement, je n'ai pas les coûts énergétiques dans ces calculs. Il faudra que quelqu'un les fasse, et ça, c'est une question très importante. Eh bien, le photovoltaïque et la batterie, à un moindre degré, sont responsables des coûts énergétiques. Alors, on va aller encore plus loin, et on va s'amuser maintenant à regarder ce qu'est la photosynthèse. Et si je fais le cas de la photosynthèse, l'efficacité de la photosynthèse, 0,3%, et ensuite, on va reprendre les mêmes calculs de la biomasse, la bioraffinerie, le carburant, et ensuite, simplement, au moteur thermique. Pareil, 70% au niveau de la bioraffinerie, 18 à 25% principe de Carnot, et là, vous voyez que les chiffres se multiplient, et on arrive simplement à des rendements globaux de 0,04 à 0,05%. D'où, si vous voulez, voilà à peu près ces rendements énergétiques, avec dans ce cas le coût principal étant la bioraffinerie. Alors en toute honnêteté, pour que ces calculs aient une valeur, je dois tout simplement les comparer aux véhicules thermiques d'aujourd'hui en utilisant tout simplement les combustibles fossiles. Voilà cette comparaison, où dans ce cas, on a le pétrole, bien sûr qu'on dit qu'il est une denrée peu chère, et on va avoir les mêmes étapes de la raffinerie, où on a dans ce cas 75%, avec également le principe de Carnot. D'où on arrive, comme vous pouvez voir ici, à 18,5%. Donc maintenant, je vais tout simplement résumer les différents scénarios. Et vous voyez qu'avec, bien sûr, l'échelle croissante, vous voyez que certains, c'est même pas la peine d'y penser, et on s'aperçoit finalement qu'on a le pétrole, d'accord, mais le pétrole, vous savez tous, ou les énergies fossiles, que c'est pour une affaire de dizaines d'années, de 50 ans, 60 ans, d'où il faut trouver une solution alternative. La solution alternative semblerait être, en considérant ce scénario, solaire, batterie, véhicule électrique. Et je reviendrai sur ce point un peu par la suite. Mais de nouveau, regardez, les rendements sont relativement faibles. Alors la question qu'on peut se poser, et qu'on s'est posée et qu'on a discuté longtemps dans ce cours, c'est quelles sont les origines de tout ça? Bien, les origines de tout ça, il suffit tout simplement de revenir dans tous les dispositifs que l'on a considérés. C'est-à-dire, on a parlé de stockage électrochimique, on a parlé de cellules photovoltaïques, avec tous les différents modèles, on a parlé de stockage d'hydrogène, de nucléaire, d'électrochrome, de stockage mécanique, solaire thermique, stockage de CO2, tout ça. Eh bien, si on regarde tout ça, il y a un dénominateur commun, où la limitation de tout ça
eh bien, c'est le problème des matériaux. C'est-à-dire qu'on n'a jamais les bons matériaux adéquats pour tout simplement arriver à avoir des performances relativement correctes. D'où ce qu'il faut se rappeler tout simplement de ce monde énergétique, ou ce système énergétique, eh bien, c'est les performances qui sont constamment limitées par le manque de matériaux adéquats. Et de plus, il y a certaines défaillances au niveau de l'intégration, car il est bien beau de faire un matériau, mais il faut tout simplement l'intégrer dans ce système, car à la fin, ce qu'on va regarder, c'est un dispositif. Et c'est vraiment ces deux points qui sont, je dirais, les plus importants dans tout ce qui est, je dirais, cette efficacité énergétique. Alors bien sûr, que fait-on ou qu'allons-nous faire dans ces domaines? Alors si on regarde au niveau des matériaux, eh bien, je peux tout simplement lister tous les dispositifs que j'ai mentionnés et je n'aurai pas beaucoup de difficultés à, pour chacun d'entre eux, lister, si vous voulez, les points ou les maillons faibles. En effet, si on regarde le stockage d'hydrogène, eh bien là, il y a tout simplement nécessité d'avoir des matériaux qui sont capables d'absorber et de désorber de plus grandes quantités d'hydrogène à des pressions relativement correctes et à des températures correctes. D'où tout un panoplie de recherches sur des hydrures métalliques. Si je regarde au niveau des batteries, eh bien là aussi, on travaille sur des matériaux d'électrode et je vous ai montré que ces matériaux d'électrode avaient des capacités limitées. On connaît déjà aujourd'hui quelle est la limite intrinsèque à capacité des batteries à ion lithium dont François vous a mentionné pour le véhicule électrique. Il faudra trouver d'autres concepts. Maintenant, si je passe au cas des piles à combustible, alors là, j'avais été assez dur sur les piles à combustible. Bon, là aussi, définitivement, c'est un problème de catalyseur. Il y a bien d'autres problèmes. Il faut remplacer tout simplement le platine par de meilleurs catalyseurs. Et bien sûr, on cherche, mais ça fait pas mal d'années qu'on cherche. Au niveau des cellules solaires, eh bien, là aussi, il y a pas mal de recherches. Et on peut regarder au niveau des pigments, de nouveaux pigments pour ces cellules solaires à colorant, ou pour tout simplement le photovoltaïque organique, et ainsi de suite. Où là, il faudra des réseaux interpénétrés. Au niveau de l'énergie nucléaire, eh bien, outre les problèmes de déchets et d'autres problèmes qu'on a mentionnés la dernière fois, il y a bien sûr tout simplement l'abondance des combustibles fossiles. Il y a bien sûr génération 3, génération 4 qui arrivent, mais là encore, c'est des questions. Photoélectrolyse, eh bien, dans ce cas, on a vu le rendement ou la photosynthèse. Il faut trouver de meilleurs catalyseurs pour augmenter ces rendements. Et puis, je pourrais continuer la photosynthèse ou les thermoélectriques. Chaque fois, c'est un problème de matériaux, il faut les améliorer. D'où, définitivement, si on veut modifier ce monde énergétique, eh bien, il va falloir avoir une recherche fondamentale au niveau des matériaux. Et attention, le niveau des matériaux, un matériau, c'est l'association d'une composition et d'un procédé d'élaboration. C'est-à-dire qu'il faudra tout simplement, au niveau de la composition, de la définition des matériaux et de ces procédés. Alors, finalement, la question, c'est que faut-il et quel va être le cahier des charges pour le futur au niveau des matériaux? Bon, la première est une évidence, il faudra des matériaux plus performants, quelle que soit l'innovation. Mais la difficulté qu'on a, si je peux dire, comparée à les recherches qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans, c'est que maintenant, il faut faire ça dans le cadre du développement durable. Ça veut dire qu'il va falloir développer de nouvelles méthodes de synthèse éco-efficaces, choisir des composés dont les éléments chimiques sont abondants et peu coûteux, et bien sûr, maîtriser les étapes de la vie du matériau, de son élaboration à sa dégradation. Et enfin, prendre en compte l'aspect recyclage. Et s'il y a un message que vous retenez, c'est que bien sûr, c'est les matériaux qui sont le cœur de toute innovation et qui seront à l'origine de la révolution technologique qu'on pourra avoir. C'est essentiel. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de matériaux, si on veut les modifier, eh bien, dans ce cas, on va avoir tout simplement recours à la chimie. Eh bien, ça va être le rôle du chimiste, dans les dizaines d'années à venir, de concevoir de nouveaux matériaux à propriétés exacerbées et adaptés à l'application visée. Alors bien sûr, il y a l'intuition chimique, mais le chimiste, heureusement, il a pas mal de choix dans le tableau périodique. Il a une boîte à outils qu'il va pouvoir utiliser sur la base de relations structurales, sur la base de propriétés thermodynamiques ou alors de relations de ionocovalence à certaines structures pour essayer de trouver le matériau magique. Mais malheureusement, dans ce cas, notre échelle de temps est limitée, puisque je vous ai dit que l'échéance était 2050. Est-ce qu'on aura modifié quelque chose en 2050? Alors c'est la raison pour laquelle, eh bien, associé, je dirais, à ce travail expérimentaliste du chimiste, eh bien, il va y avoir, je pense, dans les années à venir, une forte contribution de la théorie. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, il y aura un apport considérable de
la chimie théorique combinatoire. Et dans ce cas, vous avez eu un exposé, je crois, lors de la première séance, par Gerd Seder de MIT, qui vous a parlé tout simplement de la génomique, au niveau de la biologie, ce qu'on veut faire également au niveau des matériaux. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, vous avez une nombre considérable de matériaux, d'éléments, d'où un grand nombre de combinaisons, et bien sûr, la règle va être trouvée, quels sont les matériaux gagnants pour les applications qu'on va vouloir. D'où cette chimie théorique combinatoire, eh bien, elle va consister tout simplement sur des calculs reposant sur tout simplement l'équation de Schrödinger, de voir comment on va pouvoir déterminer, anticiper les propriétés structurales, les propriétés physiques des matériaux, sans même les avoir synthétisés. Et ça, quel que soit le type de matériaux ou les applications visées. Alors bien sûr, cela n'est qu'un début, et je remettrai ici un transparent qui vous a été présenté lors des premiers cours, dans lequel, en ce cas, c'est des recherches, je dirais, prédictives sur des matériaux d'électrodes, où ici, vous avez le potentiel avec les différentes familles de composés. Alors, comme vous pouvez le voir ici, bien, vous avez tous les matériaux, vous avez bien sûr un grand nombre de candidats, et on veut tout simplement se situer en dehors de ce cercle. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas tellement prédictif, car il y a bien trop de matériaux. Donc ça veut dire que toutes ces méthodes théoriques vont devoir être améliorées dans le futur pour, bien sûr, essayer d'identifier de façon plus précise ces matériaux et également leurs propriétés. D'où par conséquent, je crois que dans le domaine de l'énergie, quelle que soit de nouveau l'application, eh bien dans les 10 ou 20 ans qui vont suivre, eh bien, il va y avoir toute une recherche pour établir ce que j'appellerais le génome des matériaux. Mais bien sûr, lorsqu'on aura établi ce génome, eh bien, il faudra quand même quelqu'un pour le synthétiser, et heureusement qu'il y aura toujours la main verte des chimistes pour tout simplement les synthétiser, et heureusement qu'on a des chimistes dans le monde. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut entrevoir au niveau des matériaux. Alors ensuite, eh bien, comme je disais, un matériau, c'est juste une composition. Maintenant, il y a le procédé. Et il faut faire ces matériaux dans le cadre de développement durable, c'est-à-dire qu'on ne veut plus tout simplement aller à des températures de 1500 degrés, car là, c'est d'un point de vue énergétique trop coûteux. D'où on va avoir recours à ce que j'appellerais des chimies basse température, ou chimies de solution, comme indiqué ici. Et pour cela, on va utiliser des méthodes solvothermales ou hydrothermales dont on a parlé. Mais généralement, lorsqu'on veut tout simplement préparer des matériaux à température ambiante, eh bien, on va aussi beaucoup s'inspirer de la chimie du vivant. En effet, la nature, depuis de nombreuses années, sait comment fabriquer des matériaux inorganiques, de la silice, du carbonate de calcium, et ainsi de suite, par des procédés de biominéralisation qui sont réalisés par des organismes microcellulaires grâce à des réactions catalytiques très efficaces qui vont utiliser des enzymes. Eh bien, on va essayer de faire la même chose au niveau des matériaux pour l'élaboration de nouvelles phases ou la conception de nouveaux systèmes. Et à ce sujet, par exemple, eh bien, au jour d'aujourd'hui, on sait préparer, par exemple, un matériau qui est le phosphate de lithium, qui est un des matériaux les plus prisés dans le domaine, tout simplement, des batteries ou au lithium-ion, par, tout simplement, l'utilisation de bactéries dont le rôle est ici, tout simplement, de, finalement, contrôler le pH de la réaction par une hydrolyse ménagée, si je peux dire, de l'urée. Et dans ce cas, vous allez ajuster le pH du milieu et pouvoir précipiter à température ambiante ou à 60 degrés la phase que vous souhaitez. Et dans cette même systématique, il y a encore des travaux qui sont encore beaucoup plus élégants, dans lesquels certains groupes, notamment des groupes à MIT, vont utiliser des virus ou des phages qui vont tout simplement modifier génétiquement de façon à modifier les groupes peptidiques en surface, de façon à ce qu'ils peuvent soit se fixer sur un métal, comme l'or, ou alors puissent accepter des groupements organiques qui ensuite seront tout simplement capables d'aller nucléer des oxydes comme alpha-FePO4. Et ça, c'est des méthodes qui sont actuellement en développement où on essaie par, je dirais, cette ingénierie génétique virale, de créer des matériaux d'électrodes nanostructurés avec des morphologies bien contrôlées, et ainsi de suite. Et je dirais, c'est les tendances que l'on voit au jour d'aujourd'hui. Pour poursuivre ces tendances, eh bien, il y a bien sûr aussi toutes les tendances qui consistent, dans ce cas, à développer des cycles qui peuvent avoir lieu à température ambiante. Et dans ce cas, vous avez tout simplement l'utilisation de la photosynthèse ou de la photoélectrolyse pour créer de l'hydrogène et de l'oxygène. Dans ce cas, l'enzyme
comme on a vu, sera l'hydrogénase, et vous pouvez directement alimenter une pile à combustible. Comme je vous l'ai montré, les rendements sont relativement faibles, et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des recherches relativement importantes sur la photosynthèse artificielle, avec tout simplement l'élaboration de catalyseurs, comme indiqué ici, dans laquelle vous avez des carbones nanotubes qui sont fonctionnalisés par une molécule à base de nickel. C'est des recherches d'ailleurs qui se font par Marc Fontecave, ici au Collège de France, et dans lesquelles ils arrivent à augmenter ces rendements. La même systématique se produit également au niveau des accumulateurs, où au jour d'aujourd'hui, plutôt que d'utiliser tout simplement des matériaux inorganiques, eh bien, on va prendre tout simplement des matériaux organiques. Et dans ce cas, on peut, à partir par exemple de plantes, de la biomasse, on va pouvoir générer des molécules organiques électrochimiquement actives qu'on va pouvoir préparer à basse température, en température ambiante, par les méthodes de la chimie verte, qu'on va pouvoir recycler, qu'on va relibérer du CO2, qui ensuite, tout simplement, va être réintégré dans le cycle. C'est tout simplement le procédé dans lequel vous allez avoir tout simplement une empreinte CO2 qui sera relativement nulle. Donc voilà, si vous voulez, des procédés que l'on poursuit aujourd'hui. Et cette approche se retrouve dans tout le domaine. On l'a vu également dans le domaine du photovoltaïque, où on a vu que le développement de cellules de Grätzel, ce n'était rien d'autre qu'une approche de photosynthèse végétale au niveau du photovoltaïque, dans lequel, dans ce cas, bien, on utilise tout simplement un chromophore pour absorber le photon et pour créer tout simplement des trous et des électrons. C'est exactement la même chose qui se passe dans le cas de la nature, où, dans ce cas, on a un chromophore qui est un composé organique ou métal organique à base de ruthénium. Dans ce cas, bien, on utilise la chlorophylle qui va absorber le photon et qui va tout simplement générer tout simplement l'oxygène avec des glucoses. Donc voilà, si vous voulez, les tendances aujourd'hui, ou même au niveau conception de matériaux pour les applications d'énergie, eh bien, on va tout simplement s'inspirer fortement de cette chimie du vivant. Alors, cette chimie du vivant, eh bien, c'est pareil, si on veut faire du développement durable, eh bien, il ne faut pas mettre en péril les ressources de notre planète. Et c'est la raison pour laquelle, à ce sujet, vous avez aussi un exposé très brillant par Farouk Tedjar, qui vous a parlé tout simplement de tout ce qui est le problème de recyclage. Eh bien, là aussi, il va y avoir une évolution très importante, où vous voyez tout simplement l'ancienne mine, et la nouvelle mine, eh bien, ça va être tout simplement ce qu'on va collecter. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir tout simplement récupérer le lithium à partir des batteries qu'on va recycler. On va pouvoir récupérer l'indium, rappelez-vous, qui est certainement un des éléments les plus comprometteurs au jour d'aujourd'hui pour les applications, car on le retrouve partout, dans tout ce qui est l'électrochromisme, car, rappelez-vous, l'indium est la source des oxydes transparents conducteurs, qui sont les bases de tous nos écrans de télévision, et ainsi de suite. On retrouvera également des carcasses d'ordinateurs pour récupérer les terres rares des disques durs, et le cuivre, qui, bien que vous semble relativement courant, eh bien, est en train de disparaître. C'est certainement la raison pour laquelle certains s'amusent à capter les caténaires de nos lignes TGV. D'où, définitivement, dans le futur, eh bien, il va y avoir tout simplement une importance considérable au niveau du recyclage. Et ce recyclage ou ce minage direct peut être des fois plus économique que de revenir tout simplement aux sources pour extraire le lithium. Et un exemple qui vous a été montré, c'est tout simplement ici, pour produire une tonne de lithium, eh bien, dans ce cas, il nous faudrait 250 tonnes de minerai qui est un spodumène, qui est tout simplement un silicate de lithium, ou alors 750 tonnes de saumure. Et vous voyez qu'on peut avoir tout simplement la même quantité de lithium en travaillant tout simplement avec 28 tonnes de batterie. D'où là aussi, je dirais, c'est toute une chimie qui va se mettre en place, qu'on appelle la chimie de réincarnation dans le futur. Et ça, c'est vraiment une nécessité. Car définitivement, on a parlé du recyclage, on a parlé du traitement des déchets dans le nucléaire, et là, ça se fait parce qu'il y a un risque associé. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire des milliards de batteries qu'on va produire? Des kilomètres carrés de panneaux solaires. D'où le recyclage de nouveau, arrive et sera là dans les décennies à venir. Ça va devenir, je dirais, un point très important au niveau énergétique. Alors, dans ce cas, je reprends tout simplement des cotations, si je peux dire, de Farouk Tedjar, où, dans le passé, il y avait des anciens alchimistes qui tentaient de changer le plomb en or. Eh bien, dans le futur, on va essayer de changer les déchets en or et redonner une vie à des matériaux qu'on a déjà utilisés ou qu'on va pouvoir retrouver, si je peux dire, dans la nature.
Et ça, c'est un point très important pour les années à venir. Alors, ensuite, eh bien, il y a également le coût du matériau. Je vous ai parlé de la recyclabilité. Et il y a également le procédé. Et là aussi, il va falloir avoir des procédés relativement bon marché. Et vous allez voir que là, on va avoir une tendance encore assez générale à ce niveau. En effet, toutes les technologies que je vous ai montrées, initialement, ont été conçues sur la base, je dirais, de concepts minéraux avec des composés inorganiques. Bien, au jour d'aujourd'hui, on voit une tendance générale où on passe finalement de matériaux inorganiques à des matériaux polymères, voire des matériaux organiques. Et je peux prendre le cas des batteries, où je vous ai mentionné qu'on est d'abord passé à des technologies polymères, et au jour d'aujourd'hui, on utilise même des électrodes, si je peux dire végétales, plutôt que des électrodes inorganiques. Dans le cas des électrochromes, rappelez-vous la dernière fois, on a bien sûr le matériau de base qui est un oxyde de tungstène, mais là aussi on va utiliser des matériaux, des polymères, polyaniline, polythiophène, pour tout simplement ces changements de couleur. Et enfin, dans le cas du photovoltaïque, il y a bien sûr l'exemple des cellules de Grätzel, cellules colorantes, qui dans ce cas sont finalement la photosynthèse végétale, mais il y a toute la recherche nouvelle sur le photovoltaïque organique, où dans ce cas, on va utiliser des blocs copolymères ou des réseaux interplanétaires de copolymères. Et tout ça, eh bien, c'est tout simplement pour avoir des coûts de production bon marché et à la grande échelle. Et vous allez voir que ça, c'est vraiment une des limitations. Alors, bien sûr, cette tendance vers les polymères et vers les composés organiques, eh bien, je dirais, ça permet de concevoir des systèmes intelligents et ça ouvre des opportunités dans le futur. En effet, ici, ce que vous voyez, c'est tout simplement des accumulateurs basés sur des technologies polymères et des cellules photovoltaïques basées sur le tout organique. Et vous voyez dans ce cas qu'on a finalement des matériaux relativement identiques. Ils sont tous basés sur des réactions redox et ainsi de suite. Et là, bien, les recherches dans le futur vont être tout simplement d'intégrer deux fonctions au niveau du même dispositif. C'est-à-dire finalement construire tout simplement une cellule photovoltaïque avec comme support une batterie. Ce qui fait qu'en ce cas, on aura un transfert d'énergie direct entre la cellule photovoltaïque et la batterie qui pourra stocker. On n'aura pas besoin de convertir le courant, ça sera tout simplement un courant direct d'essai automatiquement. Et ce qu'on regarde ici, eh bien, c'est tout simplement la construction de ces dispositifs qui sont peu coûteux, qui dans ce cas eh bien, pourront travailler jour et nuit, puisque dans ce cas, durant la journée, eh bien, le photovoltaïque va alimenter la batterie qui va délivrer durant la nuit, et tout ça, tout simplement, sur le même dispositif, sans perte d'énergie. D'où il y aura un stockage direct du courant. Donc voilà, si vous voulez, les recherches qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Alors la question, c'est finalement où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui va y arriver dans les 30 ou 40 ans. Alors, il y a un transparent que j'aime bien, c'est tout simplement celui du photovoltaïque, qu'on a couvert bien sûr en cours. Et rappelez-vous, dans le cas du photovoltaïque, on voit qu'on a des améliorations fortes au niveau rendement, puisqu'on est passé de 23% à 41%, avec des jonctions multiples et ainsi de suite. Mais on a également des technologies à bas coût, avec l'arrivée des technologies organiques, ainsi que les technologies colorants. Et ce graphe est très important. Ce graphe a été tout simplement publié, fait par des experts qui s'entendent à dire qu'en 2030 ou en 2040, eh bien, le coût du photovoltaïque sera l'équivalent du coût du nucléaire. Okay. D'où, ça veut dire que ce qu'on a entendu durant le cours précédent sur le véhicule électrique dans lequel on utilise l'électricité venant du nucléaire, pourquoi pas dans 30 ou 40 ans, on pourra le faire tout simplement à partir du photovoltaïque. Et dans ce cas, bien sûr, il y a encore des améliorations au niveau des différentes cellules, mais c'est des possibilités. Si maintenant je fais la même chose au niveau des accumulateurs, eh bien on voit tout simplement que le lithium-ion est arrivé en 1990, nous sommes aujourd'hui en 2010, et les densités d'énergie ont multiplié par un facteur 2. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je vous ai mentionné certaines de ces technologies. Dans les 20 ou 30 ans, des technologies comme lithium-soufre ou lithium-air auront des capacités de doubler par un facteur 2 les densités d'énergie une fois de plus. D'où maintenant, si vous voulez, on peut associer ces deux mondes et revenir au schéma que je vous ai fait auparavant, dans lequel je vous ai parlé du rendement énergétique, lorsque je passais tout simplement du soleil au véhicule électrique. Et si on fait ça, bien on peut voir que finalement, il est relativement concevable, dans 20 ans, 30 ans,
de concevoir tout simplement l'électricité fournie par les cellules photovoltaïques, puisque dans ce cas, eh bien, le coût sera le même. Au niveau batterie, eh bien, on aura dans ce cas des énergies de densité supérieures. Et finalement, peut-être que le photovoltaïque, la batterie et le moteur électrique sera le trio gagnant pour le futur. Alors si on peut faire cela, eh bien, on va aller jusqu'au fond de ces calculs et voir finalement combien de cellules photovoltaïques me faudrait-il pour alimenter un véhicule électrique. Alors là, j'ai pris des chiffres dans lesquels je prends une autonomie de 500 km, je prends 75 kW d'énergie, et dans ce cas, j'ai oublié, excusez-moi, de la densité d'énergie de kWh, et pour faire 15 kWh, il me faut 100 m² de panneaux solaires, avec un rendement aujourd'hui qui est de 15%. Ça veut dire qu'en ce cas, pour charger votre batterie, il vous faudrait grosso modo 5 heures de charge. Donc voilà, si vous voulez, où en sont les chiffres. D'où le but final, ça veut dire qu'en ce cas, on est encore dans un problème d'échelle. Comment avoir ces grandes surfaces et augmenter encore, je dirais, les rendements de ces cellules photovoltaïques. Mais c'est une solution qui apparaît relativement faisable. Alors bien sûr, la question c'est, pourra-t-on atteindre nos objectifs? Et c'est là bien la question. Et je voudrais terminer d'ailleurs ce cours en maintenant faisant des analyses un peu plutôt personnelles sur ce qui va se passer et ce qui peut arriver. La question c'est, pourra-t-on avoir ces objectifs et les chances de répondre à notre challenge de produire 14 TW supplémentaires d'énergie propre pour 2050. Quels sont les verrous? Que faut-il? Quelles sont les chances? Donc je vais essayer de voir directement quelles sont les difficultés et ainsi de suite. Alors la première question qui est claire, et je crois qu'il faut bien qu'on se mette tout ça dans la tête, c'est que si on veut changer notre infrastructure énergétique, eh bien, il va falloir un investissement financier et scientifique conséquent et une politique courageuse et volontariste de nos institutions. Alors il y a deux politiques, soit on ne fait rien, et quel est le poids de rien faire, et quel est le poids de faire quelque chose. Les risques, bien, si on ne fait rien, c'est-à-dire la politique, je peux dire, du laisser-faire, bien, en tant que scientifique, je crois qu'on a le devoir de dire qu'on est en train de changer notre vie, pas pour les dizaines d'années qui arrivent, mais pour les 3000 années. Car si on ne fait rien, et si le taux de CO2 augmente jusqu'à 500 ppm en 2050, eh bien, définitivement, on compromet le futur de notre planète. D'où, pour moi, il n'est pas concevable de ne rien faire dans ce domaine. Alors ensuite, si on fait quelque chose, mais si on fait quelque chose, eh bien, je pense que les risques d'échouer, ou le risque d'échouer n'est pas envisageable. La seule question que l'on a, c'est est-ce qu'on pourra faire ça dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire dans les 50 ans, en 2050. Et c'est là, si vous voulez, un peu la difficulté qu'il y a au niveau de la réflexion. Alors je vais tout simplement construire un peu plus cette réflexion et voir si cela est faisable, quelles sont les chances, et est-ce qu'on doit être optimiste ou pas. Au niveau de l'optimisme, je pense qu'il faut l'être, car finalement, tout ce que je vous ai raconté durant ce cours, sur le photovoltaïque, les batteries, l'électrochromisme, ainsi de suite, tout ça, c'est des principes que l'on connaît. On connaît le principe du photovoltaïque, on connaît les réactions redox, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on doit pouvoir résoudre ce problème. On a un problème nettement moins difficile que lors finalement, de développement de la bombe atomique, où là, les chercheurs ne connaissaient même pas les principes. Mais ce n'est seulement qu'en fédérant les chercheurs et en mettant des quantités gigantesques d'argent qu'on a pu réussir à faire quelque chose. D'où par conséquent, les principes sont connus, mais la difficulté de tout ça, c'est tout simplement de pouvoir élargir ces recherches à grande échelle et de façon rentable. Et je dirais que c'est vraiment un problème d'échelle que l'on a au jour d'aujourd'hui. Alors, la certitude, ça, plusieurs l'ont répété, c'est tout simplement, il faudra explorer toutes les options, et je pense que toutes les techniques devront être regardées, mais il faudra bien s'assurer qu'on puisse les faire fonctionner à grande échelle. Sinon, c'est une perte de temps. Et définitivement, la solution, eh bien, ce ne sera pas une solution unique, mais un ensemble de solutions. Alors, dans tout ça, on peut se dire, quel est vraiment le rôle du scientifique? Eh bien, le rôle du scientifique, il a une responsabilité majeure. C'est d'abord d'assurer des analyses crédibles des différentes options énergétiques. Empreinte environnementale, analyse du cycle énergétique et coût de vie. Et là, je dois mes excuses, car effectivement, je n'ai même pas pu le faire moi-même,
car avoir toutes ces informations, c'est un travail colossal, et on peut avoir le rendement énergétique, on n'a pas le coût énergétique, et ainsi de suite. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu ça qui manque lorsqu'on a tout simplement tous ces exposés sur les différentes options au niveau énergétique. Ce qu'il y a de clair aussi, c'est qu'en tant que scientifique, il va falloir promouvoir des approches transdisciplinaires, englobant la compétence dans nombreux domaines scientifiques, et c'est, je dirais, de la qualité de ces interactions, mais comme dépendra le succès que l'on aura dans ce domaine. Aussi, il ne faut pas faire de la recherche pour le nouveau matériau magique, mais il faut trouver un bon équilibre entre la recherche de nouveaux matériaux et leur intégration système à grande échelle. Car je répète, le système à grande échelle, c'est ce qui nous limite aujourd'hui. Okay? On peut faire des choses au niveau des laboratoires, mais franchir les portes du laboratoire devient relativement difficile. Et, pas des moins importants, il faut mobiliser et fédérer tous les acteurs de la société concernée. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement le chercheur qui est concerné, il y a tout simplement l'industriel, il y a l'utilisateur, il faut que tous s'entendent à définir une politique cohérente et bien définie. Et enfin, en tant que scientifique, eh bien, on a certainement le rôle de messageur vis-à-vis de nos institutions. Alors maintenant, je vais aller encore plus loin et analyser la situation. Et je vais parler de ce que j'appellerais pour moi, du moins, le paradoxe énergétique. Tout le monde écrit, tout le monde parle, l'énergie est un problème majeur, et a priori, naïvement, ça devrait être une approche mondiale, fédératrice et concertée. Si vous regardez où c'est un domaine, il n'y en a rien du tout. Pourquoi? Chaque pays crée son programme, définit son propre agenda. C'est-à-dire, on est sollicité dans de nombreux pays pour aller à des réunions de travail pour prévoir le futur. En Angleterre, aux États-Unis, c'est exactement les mêmes groupes de travail et on arrive aux mêmes conclusions. Mais chacun veut directement faire tout simplement sa démarche. La raison, c'est pourquoi. Pourquoi, comme je vous l'ai dit dans leur premier cours, c'est que finalement, le watt est perçu comme la prochaine unité monétaire. Et bien sûr, lorsqu'on dit ça, on a tout dit. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, chaque pays voit en l'énergie, en l'économie verte, une opportunité tout simplement pour résoudre les problèmes d'environnement, certes, mais surtout de création d'emplois et de compétitivité, et de redonner un souffle à sa propre économie. Donc, si vous voulez, c'est un peu la difficulté qu'on a dans ce domaine. Et je prends le secteur du véhicule. Il s'agit d'un marché très lucratif, la compétition en fait rage, et là aussi, je dirais, le travail coopératif n'est pas du tout facile, et je pense que François Antieni peut en témoigner, malgré les succès qu'ils ont quand même dans ce domaine. La mondialisation des efforts, eh bien, ça se confirme, seulement dans des sujets très amont. Et effectivement, le programme ITER, la fusion nucléaire, c'est-à-dire la création d'un second soleil, là, tout le monde arrive à s'entendre, parce que tout simplement, ça demande des sources gigantesques de financement, et c'est tout simplement très lointain. D'où il y a moins de compétition, et tout le monde arrive à... D'où, si vous voulez, ce que j'appellerais le paradoxe énergétique, et là, il faut quand même faire quelque chose. Alors, maintenant, je vous le répète, les politiques énergétiques de chaque pays sont disparates. Le dénominateur commun, il y a une prise de conscience de la problématique énergétique, ça c'est clair dans tous les pays. Tous les pays essaient de se restructurer, de trouver de nouveaux outils pour adresser ces différents problèmes. Et dans ce cas, c'est de faire cohabiter chercheurs, ingénieurs et industriels. Le but, eh bien, tout simplement, c'est d'assurer un transfert rapide et efficace entre science et technologie. Et ça, c'est le point clé dont dépend tout progrès, je dirais, au niveau de notre pays, au niveau national, au niveau européen. Et ça, eh bien, même en France, on arrive à se structurer, puisqu'il y a eu la création d'un réseau de recherche et de technologie sur le stockage électrochimique de l'énergie au mois de juillet dernier, pour réellement adresser ces problèmes. Et ce réseau, comme vous pouvez le voir ici, dont je vous ai ici mentionné la construction, eh bien, va finalement comprendre les trois maillons dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la recherche fondamentale, les EPIC, c'est-à-dire les centres de technologie dans lesquels vous allez trouver le CEA, et tout ça va être tout simplement maillé au tissu industriel français. Et maintenant, je dirais certainement une première au niveau français, où tous les acteurs vont essayer de travailler ensemble pour faire en sorte que l'on puisse développer des nouveaux dispositifs, de nouvelles technologies pour répondre directement à ce problème énergétique de la planète. Et je pense que c'est grâce à ça que le véhicule électrique ne va pas rester une arlésienne, mais qui va tout simplement devenir une réalité dans les années à venir. Et je pense que, vu l'exposé que vous avez vu sur le véhicule électrique de Renault, vous en êtes tous convaincus. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'analyse de cette situation.
Alors pour conclure, bien, je dirais que gérer, contrôler, manager l'énergie, c'est le plus grand problème scientifique et technologique que notre planète va avoir à résoudre dans les 50 prochaines années. Et je pense qu'il nous appartient, en tant que scientifiques, d'alerter notre entourage, surtout les jeunes, afin de les intéresser, voire de les enthousiasmer sur ce formidable challenge, mais aussi opportunité que la maîtrise de l'énergie représente pour les années à venir. Donc c'est un peu là-dessus que je voudrais tout simplement conclure, si vous voulez, cette chaire sur l'énergie, qui ne va pas se terminer complètement aujourd'hui, car, comme vous avez dû le voir, eh bien, on a encore organisé un colloquium qui est organisé avec tout simplement la participation des chercheurs associés et doctorants du Collège de France, qui sera le 6 et 7 juin. Et là, eh bien, vous allez avoir des exposés qui vont être encore plus diversifiés, plus larges sur la thématique énergétique, puisque vous aurez des philosophes, des politiciens et également, dans le programme, oui, est indiqué ici, vous allez avoir un programme varié et donc vous êtes tous invités à venir le 6 et 7 juin pour avoir des vues différentes sur tous les problèmes énergétiques qui existent sur notre planète. La plupart des exposés seront en français, sauf la première matinée qui sera le lundi matin. Et vous voyez, vous aurez également l'aspect financement, puisqu'on aura dans ce cas la directeure du DOI des États-Unis qui viendra nous exposer comment le financement sera fait ou est fait aux États-Unis. Et enfin, bien, je voudrais vous remercier pour votre attention et merci à tous ceux qui ont assidûment suivi ce cours. Et de nouveau, merci encore.